contenu expression avec une seule fonction se complexifie lorsque le langage est utilisé dans l'identification du soi. Et c'est ici que les codes élaborés et restreints de Bernstein commencent à mordre. Et si c'est le cas où le code restreint est un obstacle à l'identité personnelle, ce n'est évidemment pas un problème pour Nigel. Je suppose que l'expansion de ces énoncés par Mother et Father implique leur présomption, soit que la pensée est entièrement formée dans l'esprit de Nigel et qu'il n'est pas encore capable de l'exprimer, ou qu'elle n'est pas entièrement formée, juste sous une forme rudimentaire, peut-être une image visuelle dont il ne connaît les mots que pour quelques éléments. Il lui suffit de leur faire comprendre ce qu'il veut dire. De toute façon, il croit comprendre. Eh bien, ce sont ses parents. Ils interagissent avec lui depuis la naissance, même avant, dans le ventre, et personne n'est plus qualifié que pour interpréter Tutu Baba ou Gra. À quoi sert la traduction en anglais adulte de chaque énoncé? Est-ce pour Nigel, pour son processus d'apprentissage, pour l'autre parent, pour le magnétophone et les recherches de Halliday? Quelle que soit la réponse, cet apprentissage de la signification semble glorieusement favorable et bienfaisant à travers la lentille hallidéenne. Il va de pair avec l'échafaudage du vieux camarade d'armes de Chomsky, Brunner, qui a cependant rompu avec Chomsky sur la question de savoir si le dispositif d'acquisition du langage de Chomsky, le LAD, nécessite ce que Brunner a appelé un système de support d'acquisition du langage, le LAS, dans l'esprit de Robert Burns. Demain soir, nous célébrons Burns Night en Écosse, ou si, au contraire, une LAS qui est directement observable doit supporter les dépenses d'un LAD hypothétique. Mais à travers une lentille chomskienne, apprendre à signifier a un caractère sinistre. Car si les interventions de Father et Mother contribuent à l'apprentissage de la signification de Nigel, ou alors est la frontière entre cela et la fabrication de consentement que Chomsky attribue à la propagande des gouvernements et des sociétés commerciales. Selon Chomsky, oui, un enfant a besoin de inputs, l'entrée des données, pour acquérir les éléments lexicaux et syntaxiques qui fixeront les paramètres et lui permettront de parler et de comprendre la langue particulière de son environnement. Mais c'est un processus automatique, insensible à tout contexte de développement en dehors des anomalies extrêmes. Ce point de vue a été pédagogisé pour des générations d'étudiants débutants en linguistique en Amérique du Nord à travers le manuel de Fromkin et Rodman, largement utilisé et axé sur la grammaire générative, qui comprend cet extrait de dialogue mémorable. Child, nobody don't like me. Mother, no, say nobody likes me. Child, nobody don't like me. 8 fois répétition. Finalement, Mother. Now, listen carefully. Say, nobody likes me. Child, oh, nobody don't likes me. Le but de l'exemple est de montrer que malgré le fait que l'enfant dira en son ton ce que sa mère lui dit, en ce moment, la grammaire mentale de l'enfant est à un stade où l'énoncé correct de la mère pourrait au mieux être imité, pas véritablement généré. La mère est aussi bête que si elle s'attendait à ce que l'enfant joue une sonate pour violon ou résolve un problème de calcul, et elle reçoit ce qu'elle mérite quand ses efforts finissent par aggraver l'erreur. L'enfant joue le rôle de Laurel et sa mère et Hardy.
De tels exemples sont puissants car ils font partie de nos propres expériences que nous oublions jusqu'à ce qu'ils nous soient signalés. Après quoi, nous pouvons les essayer pour nous-mêmes et obtenir généralement le même résultat. Il est extraordinaire qu'aucun des nombreux linguistes qui ont si souvent reproduit ce morceau de dialogue ne semble s'être soucié de la parentalité traumatisante qui se passe ici. La réponse de la mère devrait être « Mon chéri, bien sûr tu es aimé, moi je t'aime », au lieu de renforcer la faible estime de soi du pauvre enfant. Je ne doute pas que cette mère voulait le meilleur pour son enfant. Halliday et Hassan voulaient le meilleur pour Nigel, Kayla pour ses étudiants, Bernstein et Halliday pour la classe ouvrière, et Chomsky pour nous, les locuteurs infiniment créatifs, avec si peu de contrôle de notre interprétation de ce qu'on nous dit que notre accord est facilement fabriqué. Ici, ils se rejoignent à Ogden et Richards. Leur double projet du sens et du Basic English était motivé par leur conviction que réduire la langue à son essence empêcherait la possibilité de mentir. C'était à la suite de la Première Guerre mondiale et de la paranoïa de la propagande qui aurait attisé les flammes de la guerre. Ogden et Richards imaginaient, comme Chomsky, que la production détermine l'interprétation. Ce sera George Orwell, avec son traitement satirique du Basic English sous la forme de Newspeak dans son roman 1984, qui fait valoir l'argument que seule la possibilité de reformuler ce qu'on nous dit en nos propres mots nous permet de déterminer si elle est vraie ou fausse, dans notre intérêt ou dans celui du gouvernement qui l'énonce. Une telle reformulation demande des alternatives linguistiques, des simplifications quand l'énoncé est complexe, des complexifications quand il est simple, exactement ce que Newspeak rendrait impossible. Je conclue, oui. Dans la mesure où la simplicité et son contraire figurent dans toutes ces démarches, ils sont liés aux questions du vrai et du faux, de l'épistémologie et de l'enseignement, de la réalité et de l'illusion. Jacobson a écrit un article publié en français sous le titre proustien à la recherche de l'essence du langage, en anglais Quest for the Essence of Language. C'était en 1965, la même année où L'Homme de la Mancha, une version musicale de Don Quichotte, a débuté à New York, avec sa chanson à succès La Quête, The Quest, ou L'Impossible Rêve. C'est aussi l'année où aspects de la théorie syntaxique apparu, l'essence du langage, un langage distillé, réduit, purifié des inessentiels, inévitablement simplifié à un certain niveau, mais avec des complexifications conceptuelles introduites, parfois hardiment, parfois subrepticement. Une entreprise qu'en anglais on appellerait quixotic, chevaleresque, chimérique, utopique et, hélas, désespérée, car chaque grande simplification est suivie du retour progressif des complexités refoulées. Voilà donc ma conclusion. Chaque âge a besoin d'un déblaiement afin de préparer le terrain pour une compréhension de la langue et une pédagogie linguistique qui marchera pour cette période particulière dans son contexte intellectuel et éducatif plus large qu'on peut entendre. J'ai d'autres paragraphes d'autres, mais je m'arrête. Merci beaucoup. Merci pour ce brillant exposé qui nous a donné très simplement une image de la complexité actuelle des théories linguistiques. Réussir à mettre dans le même exposé Tenière, Bernstein, Halliday n'est pas évident, même si Humboldt peut chapeauter le tout. Je rappellerai quand même qu'à propos de Humboldt, c'était quand même la complexité qui lui plaisait le plus, puisqu'il dit toujours qu'une véritable langue est une langue qui peut mettre une subordonnée en tête. Donc c'est quand même pas l'éloge de la simplicité.
Bien, nous avons 7-8 minutes. Qu'est-ce que vous poser la première question? Ne vous laissez pas affoler par la verve de l'exposant. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre exposition. Et à propos de ce que vous avez dit à propos de Bernstein et de Halliday, je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas pris en considération la bof. Parce que, bon, il a, comme vous savez, c'était la langue des Noirs d'Amérique en termes de règles différentes qui ne font pas partie du langage officiel accepté, mais qui ont une régularité et qui sont à prendre au sérieux. Et ça a donné a fait débuter une longue série de recherches sur ce thème. Alors, je vais vous demander comment considérez-vous la bof? Je suis absolument d'accord. C'est simplement parce que je n'avais que 50 minutes. Mais évidemment, la bof est la prochaine personne à laquelle j'aurais pensé pour les raisons, exactement les raisons que vous avez exprimées. Oui. Et je peux ajouter que mon ami Doug Kibbe, qui a souvent assisté à ces réunions, a lu mon paper et il a dit « Ah, et le bof aussi !» Je voudrais ajouter une curiosité. Vous avez mentionné Tenière, son approchement du verbe, les autres éléments de la phrase. Et c'est intéressant qu'un linguiste hongrois, Samuel Brassai, avait le même approchement une demi-siècle plus tôt que Tenière. Normalement, Tenière n'a pas connu Brassai. J'ai aussi une demande. Vous avez plutôt mentionné comment les théories syntaxiques ont une influence pour l'acquisition de la langue maternelle. Est-ce que vous avez des propositions aussi pour l'enseignement des langues étrangères? Moi? Oui. Vous pouvez nous citer des conséquences des théories syntaxiques pour l'enseignement des langues étrangères? Non. Mais merci, mais c'est une bonne question et j'ai honte de dire non parce que je suis professeur de linguistique appliquée et je devrais dire en principe oui et après je vous expliquerai ce que c'est. Mais à vrai dire, il faudrait penser, après avoir fait ces recherches surtout, parce que on voit qu'il est très facile de lier des théories syntaxiques à l'enseignement, et même trop facile parfois. Et il faut avoir du souci. Et donc, j'y penserai, mais j'espère vous en parler après. Personne qui veut intervenir là-bas, non? En attendant que quelqu'un intervienne, je me permets de faire une petite remarque. J'ai été très intéressé par vos remarques concernant le rapport entre théorie linguistique
et idéologie politique par derrière. Bon, que Chomsky soit profondément anarchiste, personne n'en doute, que Hallyday Bernstein était communiste, tout à fait d'accord. Ce que je veux remarquer, c'est que si on regarde un petit peu la linguistique française, il y a eu une forte influence dans les années 1970, en gros, de la théorie de Harris. La théorie de Harris a été appliquée au langage politique, au langage syndical, etc., de manière très élaborée, en particulier dans des numéros de langage, de langue française, différentes thèses qui ont été soutenues. Et je n'ai pas le souvenir, je ne me souviens pas que la théorie de Chomsky ait donné lieu à des illustrations également politiques. J'ai l'impression que la vision de Chomsky qu'on a en France est quand même complètement séparée en deux domaines. Les linguistes d'un côté, et puis tous ceux qui s'intéressent à Chomsky en tant que personnalité politique. Mais le rapport entre les deux ne me semble pas se faire de manière claire. C'est ce que dit Chomsky tout le temps. Et j'ai donné des... voilà. Là, j'ai des citations de Chomsky où il dit la même chose, mais je crois que si on regarde ce qu'il dit à propos de l'interprétation, c'est-à-dire sa sémantique interprétative, je crois qu'on peut voir un lien très strict entre cela et ce qu'il dit à propos de manufacturing consent, la manufacture du consentement de l'accord. Mais en général, ce que vous dites est exactement ce que dit Chomsky, et vous avez raison que tout le monde le voit ainsi, presque tout le monde le voit ainsi. Et en plus, c'est intéressant que Harris a été si important ici en France et pas dans le monde anglophone. C'est curieux, et je ne comprends pas pourquoi, mais peut-être quelqu'un... C'est lié quand même historiquement à un phénomène, c'est que Maurice Grosse a travaillé avec Harris, et que dès qu'il est revenu en France en 1967-68, il a aussitôt invité Harris à... Oui, c'était peut-être ça. Mais ça personnel. Ça n'explique pas tout, hein, bien sûr. Sur ce point, juste oui, mot, oui. Il y a plusieurs filiations. Il y a Grosse, effectivement, mais il y a aussi l'analyse du discours. Ce dont François vous parlait, c'est la discourse analysis de Harris, qui a été reprise par l'analyse du discours française, qui était sur des bases marxistes. Cela dit, c'est passé par des voies assez complexes, notamment la documentation automatique en partie, parce que Harris était considéré comme, avec Information Retrieval et la Distributional Analysis, comme un fondement de la méthode de documentation automatique. Et puis ensuite, il y a beaucoup de discourse analysis, évidemment, c'est ça qui a l'analyse du discours qui a été transporté en France beaucoup plus que le reste de sa théorie. Voilà, enfin, bon, juste... Oui, et dans le monde anglophone, c'est plutôt... Il y avait un moment où la sémantique générative était... il a donné lieu à une certaine forme d'analyse du discours dont on retient les études de Lakoff, surtout sur la métaphore. Mais autrement, c'était l'ADC. Comme j'ai dit, ça vient plutôt de Halliday, les étudiants de Halliday, qui ont gagné le terrain dans le monde anglophone. Mais il y a toute une histoire là avec... pas moi, quelqu'un d'autre. Mais quand vous dites que la théorie de la réalité a gagné le terrain, ça c'est vraiment vrai en Angleterre, mais c'est pas vrai du tout en France. Oui. Je fais partie de l'association de ceux qui s'intéressent à la grammaire systémique fonctionnelle. On doit être 50 dans le meilleur des cas. Hein. Oui. C'est quand même pas grand-chose. Non, ce qu'il a remporté en France, c'est plutôt la théorie de Cuvieri. C'est là que c'est la discussion essentiellement en France. Bien, il est 3 heures. Une dernière question? Non, dans ce cas, nous remercions beaucoup notre conférencier.